Alors, il est 11h00, donc on va attaquer. Le sujet de ce webinaire qu'on vous propose aujourd'hui est orienté sur les solutions de gestion des flux des centres de contact. Et l'idée, c'est de vous donner un maximum de clés pour faire votre choix, et les bons choix dans votre outil. On va commencer en quelques mots par nous présenter. Donc Telsi, on est spécialisé dans l'accompagnement des centres de relations clients, dans l'accompagnement au gain de performance. Et on a plusieurs leviers pour ça. Il y a les outils, qui est ce dont on va parler aujourd'hui, le volet aussi formation, la partie accompagnement maintenance, et aussi on peut intervenir sur des parties audit et conseils. Et on vous a mis quelques logos de nos clients partenaires que vous pouvez connaître. J'espère que vous nous entendez bien et que tout se passe bien pour tout le monde, pour que ce soit fluide. Ça va, ok. On essaie de parler un peu plus fort, ok, on va essayer. Vers la caméra. Donc, maintenant qu'on vous a... Qualité pas top, mais on entend. D'accord. Donc on vous a présenté en quelques mots qui nous étions chez Telsi. Donc je vais me présenter aussi. Donc je suis consultante en relations clients. J'ai piloté la création d'un centre de contact avant de rejoindre Telsi. Pendant une dizaine d'années, je me suis occupée d'un centre pour un courtier en assurance. Pardon. Du coup, mes missions étaient de l'encadrement, de l'accompagnement des équipes, le développement des activités et des compétences du centre de gestion et participer au projet de développement du service client, avec les différents médias, avec les back-office, etc. Et je suis moi-même passée par le sujet dont on va parler aujourd'hui. Donc, petite parenthèse avant que je ne passe la parole à Jean-Thomas. Comme je disais, avant de commencer, donc Aurore est dans les coulisses pour répondre à quelques questions de chat qui pourraient se présenter. L'idée, c'est de poser toutes vos questions tout au fil et on y répondra plutôt à la fin. Mais ponctuellement, Aurore pourra répondre. Voilà, donc Jean-Thomas, je te passe la parole. Bonjour à tous, Jean-Thomas Lacour, donc je suis le dirigeant cofondateur de Telsi, plutôt un parcours ingénieur technique à l'origine. J'évolue dans le métier de la relation client depuis maintenant 20 ans. Et donc j'apporte maintenant en toute humilité une certaine expertise sur les projets autour de la gestion de la relation client à distance. Et l'objectif de ce webinaire est donc de vous apporter notre point de vue, notre positionnement par rapport à la gestion des projets de gestion des interactions clients. Donc c'est moi qui commence par vous expliquer quelle est notre vision, nous, Telsi, d'un projet de mise en œuvre d'outils au service de la gestion des interactions clients. En gros, un centre de relations clients, de notre point de vue, c'est un juste équilibre entre une recherche d'amélioration de la qualité de service, une recherche d'amélioration de la productivité ou de l'efficacité en fonction de ce qu'on y fait, et des investissements qui sont faits au service de ces deux composantes. Donc toute la problématique, ça va être de bien définir quel investissement on met pour aller chercher un point de qualité de service quelque part ou un point de productivité autre part. Et dans l'organisation du centre de relations clients, on va pouvoir après faire des arbitrages en disant sur certaines typologies de services, sur certaines typologies d'interaction, je vais augmenter ma qualité de service ou la diminuer au profit de la productivité et vice-versa. Donc, dans la stratégie de distribution des flux, on va s'intéresser à tout ce qui est la gestion des priorités entre les flux, la gestion des compétences nécessaires pour gérer des flux et la gestion des activités qu'on affecte aux différents conseillers du centre de relations clients. La finalité, c'est que donc pour pouvoir allouer un budget d'investissement au profit de la qualité de service ou de la productivité,
Encore faut-il être capable de se définir des objectifs clairs et d'en mesurer le retour sur investissement. C'est ce qu'on va essayer de démontrer tout au long de notre travail. Alors, on a choisi d'aborder 4 sujets. Donc tout d'abord le périmètre fonctionnel, les questions aussi d'architecture et d'infrastructure dont tu nous parleras, la question du budget et du retour sur investissement, qui est bien sûr centrale comme vient de le dire Jean-Thomas. Et puis en conclusion, on y apportera quelques clés dans le choix du partenaire pour travailler sur ce sujet. Donc on va commencer par le périmètre fonctionnel. Sur ce périmètre fonctionnel, il y a plusieurs questions à se poser et le nombre de points qui est présenté dans ce slide est important. Sans ordre de priorité dans tous ces sujets, il faut se poser les questions sur quelles sont les priorités que je veux donner à mes activités, quelles sont les compétences, les activités que doivent gérer mes agents, téléconseillers, télévendeurs, pour se poser la question de quelle stratégie de gestion de flux je veux donner et l'outil doit pouvoir gérer. C'est par exemple, vous avez des clients VIP que vous voulez prioriser, et ben, il faut que l'outil sache le faire et de quelle manière. Voilà, par exemple, une des questions à se poser. Ensuite, c'est quel périmètre je vais faire rentrer dans cet outil en termes de canaux. C'est qu'est-ce que je gère aujourd'hui? Du téléphone, c'est le média principal en France. Mais il peut y avoir du mail, il peut y avoir du courrier, il peut y avoir du fax, tous ces médias classiques. Et puis peut-être que certains d'entre vous ont commencé à gérer d'autres médias tels que le chat. Mais surtout, est-ce que c'est un projet? Vous voulez l'implémenter, vous voulez gérer les médias sociaux aussi, des appels vidéo. Tout dépend de l'activité et de la stratégie que vous allez vouloir avoir en termes de médias dans votre relation client. Et du coup, pour chacun des canaux, c'est l'entrant, le sortant, la quantité de flux que je gère, comment je veux les prioriser, etc. L'autre chose aussi qui peut rentrer en compte, c'est des gestions de tâches en back-office. Donc vos agents, vos téléconseillers, télévendeurs peuvent être amenés à faire des tâches de back-office. Comment vous voulez l'organiser? Est-ce que vous voulez que votre outil vous aide à fluidifier la gestion de ces différents flux? C'est aussi une question à se poser. Ensuite, on parlait justement du conseiller qui peut avoir plein de choses différentes à gérer. De quelles informations il peut avoir besoin pour traiter efficacement ses dossiers? Et du coup, ça peut être le point suivant, l'intégration avec, si vous avez un CRM ou un ERP ou une application métier, quel lien je veux créer entre mes outils, quelles informations je veux faire remonter. Et puis, c'est aussi la question, est-ce que c'est mon outil de gestion d'interaction qui intègre mon CRM, par exemple, ou est-ce que c'est mon CRM qui doit intégrer mon outil de gestion d'interaction? Les deux, alors il peut y avoir des... Il faut que vous vous posiez la question en termes de fonctionnalité, qu'est-ce que vous voulez, pour que ça vous aide aussi à choisir l'outil qui va pouvoir le faire. Si tu me permets d'ajouter un mot. La vraie question à se poser, c'est de ne pas tomber dans le piège qui consisterait à choisir une solution qui semble être une solution confortable pour les conseillers, sans avoir pris la peine au préalable d'identifier tous les flux et toutes les interactions qu'on veut gérer, et du coup de se retrouver coincé avec un outil très vertical, là où on aurait besoin de faire un petit peu d'horizontal. Je m'explique. Imaginons que vous ayez un CRM au hasard Salesforce, pour ne pas citer, et que vous choisissiez d'utiliser un composant intégré à Salesforce d'une solution de gestion des interactions clients, quelle qu'elle soit. Vous allez vous retrouver quelque part enfermé dans l'écosystème et l'univers Salesforce. Or, si demain, vous vous dites « Ah mais zut, j'ai une campagne sortante d'enquête qualité à faire sur laquelle je veux pouvoir faire tout simplement
une levée de fiche qui permet de qualifier mon enquête qualité, vous pouvez vous retrouver coincé par un environnement Salesforce qui ne vous permet pas de faire une levée de fiche d'application tiers qui aurait été très utile dans ce cas de figure-là. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a une solution meilleure que l'autre, ça veut juste dire que, pour en revenir à ce que disait Muriel avant, si on n'a pas de manière très exhaustive modélisé l'intégralité des flux de gestion d'interaction client et des flux sur l'ensemble des canaux de gestion, on peut faire des choix qui semblent être des choix de bon sens, mais qui en fait sont complètement contre-productifs. L'autre point aussi, c'est est-ce que vous avez des niveaux d'escalade? C'est-à-dire que certains plateaux fonctionnent avec des niveaux 1, des niveaux 2, des niveaux 3, des services commerciaux, des services logistiques, différents services qui peuvent avoir à se parler et à se transmettre des interactions, des appels, des mails, etc. Donc c'est comment tout ça doit s'organiser, quel est votre besoin aujourd'hui et demain, à chaque fois il faut se projeter pour que cet outil puisse y répondre et savoir quel périmètre vous voulez faire rentrer dans l'outil. Peut-être que par exemple, si vous avez un service commercial qui, oui, peut prendre la suite en niveau 2 de certaines typologies de questions, est-ce que vous voulez le faire rentrer dans le périmètre de l'outil ou pas? C'est un choix à déterminer, mais ça fait partie des questions qu'il faut se poser en amont. Ensuite, les trois derniers points, on est plus sur comment dire, la partie pilotage de l'activité et adaptation au fil de l'eau de l'outil. Donc c'est aussi se poser la question, quel est votre besoin d'accéder au cœur de la machine? Est-ce que vous voulez de l'autonomie? Est-ce que vous voulez quelque chose d'hyper souple où vous pouvez ajuster des paramètres en temps réel ou quelque chose de statique qui bougera peu? Quel est le degré aussi d'indépendance que les opérationnels peuvent avoir besoin selon votre organisation aussi? Est-ce que l'IT est assez proche de l'opérationnel ou pas? Certains outils amènent plus de souplesse et plus d'autonomie en tout cas aux opérationnels que d'autres. Sur la partie supervision, c'est aussi se poser la question de qu'est-ce que je veux communiquer à mes agents, quel type de statistiques je veux utiliser, des statistiques individuelles, collectives que je veux afficher sur le plateau par exemple, ou pas, ou juste sur un environnement dédié à l'agent. Le manager aussi, le superviseur, à quoi je veux lui donner accès, de quoi il va avoir besoin pour piloter l'activité en temps réel, et puis aussi en termes de plus de statistiques à froid, on va dire, pour comment dire, faire du prévisionnel, ce genre de choses. Donc le besoin en statistique est aussi important que vous sachiez, et on en reparle aussi un peu après, parce que c'est aussi qu'est-ce que vous voulez mesurer. Par quoi vous allez juger que votre centre de contact est efficace ou pas, et du coup en termes de statistiques, qu'est-ce que vous voulez suivre comme indicateur, de quelle manière, à quelle récurrence, par qui. Voilà, toutes les questions, tous les degrés de questions, alors il y en a sûrement d'autres, mais on a essayé de recenser sur le périmètre fonctionnel un peu une vision large de toutes les questions qu'on a à se poser quand on travaille sur un projet d'outils de gestion des interactions. Sachant que pour boucler la boucle, toutes ces questions sont à mettre en rapport direct avec notre premier schéma qui consiste à dire qu'est-ce que je veux améliorer dans la qualité de service et qu'est-ce que je veux améliorer dans la productivité et comment l'ensemble de ces réflexions va me permettre d'améliorer le service globalement. Et pour boucler complètement, dans mes statistiques, comment je mesure le gain attendu en termes de qualité de service ou de productivité. Donc maintenant, on va passer au volet infrastructure et architecture, donc la partie plus IT du projet.
Donc l'idée, c'est de vous aider à y voir clair déjà dans un premier temps. Peut-être que tout le monde n'a pas une vision globale entre ce qu'on appelle des offres on-premise, des offres SaaS, des offres cloud. Tout le monde parle de cloud en ce moment, mais c'est pas toujours évident d'y mettre du concret derrière. Donc on vous propose ce petit schéma à l'écran qui résume de façon assez synthétique les différents types de solutions. Donc en gros, on part à gauche, ce qu'on appelle le on-premise, qui est vraiment tout est chez vous, enfin tout est chez le client, depuis l'infrastructure réseau télécom, les serveurs, les systèmes d'exploitation et les applications, donc applications CRM, applications de gestion de la relation client, équipement téléphonique, etc. Donc vraiment, tout ce qui compose votre infrastructure est géré en interne. Alors, ça veut dire quoi gérer en interne? Ça veut dire que vous disposez d'environnements d'exploitation qui vous sont propres, ce qu'on appelle des salles blanches, des infrastructures réseau, des équipes d'exploitation internes, une DSI interne. En gros, vous achetez des équipements, vous achetez des applications et vous en faites votre affaire de votre côté. Donc dans le modèle économique, c'est ce qu'on appelle du CAPEX, c'est-à-dire j'achète des licences que j'amortis après comptablement comme je le souhaite, et j'associe à cet achat de licences, la plupart du temps, un contrat de maintenance qui me donne accès à un support, qui me donne accès à des mises à jour logicielles. Donc cette partie on-premise, c'est un petit peu, enfin c'est pas un petit peu, c'est ce qu'il se faisait en grande majorité jusqu'à il y a peu en matière de projets, notamment dans le domaine de la relation client. Les clients étaient plutôt propriétaires de leurs infrastructures et propriétaires de leurs licences. À l'autre extrémité, c'est-à-dire complètement à droite, vous avez ce qu'on appelle le SaaS, Software as a Service. Donc comme son nom l'indique, dans le SaaS, on répond à un besoin qui est de dire, moi je veux payer un service à l'usage chaque mois, je ne veux pas me soucier de technologie, je ne veux pas me soucier d'infrastructure, je ne veux pas me soucier d'amortissement et d'investissement. J'ai 40 conseillers, le mois de janvier j'ai 40 conseillers, je paye 40 abonnements, le mois de février j'en ai 30, je paye 30 abonnements, voire carrément je paye à la minute, ou je paye au mail, ou je paye au chat, etc. Donc ça, on va dire que c'est plutôt l'évolution naturelle du marché de l'informatique qui se dirige gentiment vers des systèmes SaaS où je paye à l'usage. Et entre les deux, c'est tout le champ des possibles en matière de solutions hybrides. C'est-à-dire qu'on peut souhaiter rester propriétaire de ces applications pour la simple et bonne raison qu'on se dit, mon projet, c'est un projet d'investissement que je choisis d'amortir sur 5 ans, parce que je ne vais pas changer de système de distribution des interactions clients sur mon centre de relations clients tous les 15 jours, ou même tous les 2 ans. Donc je vais partir sur un projet à 5 ans, et dans la mesure où je pars sur un projet à 5 ans, il peut potentiellement être plus intéressant pour moi d'acheter des licences et de les amortir sur 5 ans pour optimiser mon retour sur investissement. Le fameux retour sur investissement dont on parlait au début et dont on reparlera à la fin. Et après, je peux aussi, en parallèle, me dire, oui, mais je ne veux pas m'embêter avec la technologie, mes équipes IT sont inexistantes ou surchargées, ou je n'ai pas les environnements sécurisés qui permettent d'assurer une continuité de service, une reprise d'activité. Donc je vais m'appuyer sur des partenaires tiers qui vont me fournir l'infrastructure sur laquelle je vais héberger mes applications. Donc c'est ce qu'on appelle l'infrastructure as a service ou le platform as a service. Tout ça, c'est une question de périmètre de responsabilité du partenaire et de votre société. Aujourd'hui, d'expérience chez Telsi, on a des clients qui sont dans toutes ces catégories d'architecture. Des clients qui continuent à tout héberger chez eux parce qu'ils ont des infrastructures dans lesquelles ils ont investi depuis longtemps, parce que ce sont des grosses multinationales, ils ont des équipes internes, des équipes d'exploitation, et donc ils veulent continuer à maîtriser l'intégralité du périmètre technique, et des sociétés à l'opposé qui sont plutôt souvent des startups, qui ont un modèle vraiment de ce qu'on appelle d'OPEX, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir des charges d'exploitation mensuelles, ne pas se projeter sur plus de 2-3 ans, et dans ce cas-là, ils vont plutôt souscrire des contrats au maximum avec un engagement de 2-3 ans, et donc ne pas du tout être intéressés par de l'achat de licences et de l'amortissement de licences. Donc on voit qu'en fait, il n'y a pas là aussi une solution qui est meilleure que l'autre. La solution, elle est dictée par deux choix finalement. Un choix qui est purement technologique. Est-ce que j'ai des infrastructures chez moi? Est-ce que j'ai des équipes d'exploitation, une DSI? Et dans ce cas-là, est-ce que j'ai intérêt à plutôt héberger chez moi ou pas?
sachant que si on fait du SaaS, ben, on repaye toute cette partie exploitation, donc on va payer en double. Et le deuxième élément qui dicte, ben, c'est le coût, c'est-à-dire le coût et l'engagement. Est-ce que je veux minimiser mon coût par conseiller, auquel cas je vais plutôt acheter et amortir sur la plus longue période possible, ou est-ce que je veux peu d'engagement et avoir un coût fixe, mais on va dire un coût mensuel que je peux arrêter quand je le souhaite et qui surtout peut évoluer en fonction des volumes d'activité que je traite, auquel cas je vais plutôt être dans un modèle SaaS. On se rend bien compte que si je raisonne à très long terme, le SaaS va me coûter assez cher puisque je vais tout le temps payer la même chose basé sur un modèle économique court terme, alors que si je fais du on-premise, je vais avoir des amortissements qui sont beaucoup plus longs et donc je vais baisser mon coût global si mon amortissement est long. J'espère avoir été clair, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Donc les bonnes questions à se poser pour revenir sur le schéma que je viens de vous expliquer, c'est déjà quel est l'existant, de quoi je pars. Est-ce que j'ai un existant technologique ou est-ce que je n'en ai pas? Est-ce qu'il est vieillissant ou est-ce qu'il est tout neuf? Que ce soit d'un point de vue infrastructure téléphonique, infrastructure informatique, mais aussi si demain vous gérez des réseaux sociaux, infrastructure de sécurité informatique, est-ce que je suis capable de déployer des solutions dans des zones sécurisées pour pouvoir permettre à mes clients de générer des interactions en chat ou de générer des interactions au travers des réseaux sociaux, ou est-ce que je suis dans un univers très cloisonné sur lequel je ne peux gérer que de la voix et ça s'arrête là. Donc, quel est mon existant et qu'est-ce que permet de faire mon existant? Le deuxième point, c'est tout ce qui est dimensionnement de l'équipe informatique. Typiquement, ce que je disais pour le SaaS, on est sur un modèle pour lequel les startups sont très friands, puisque les startups disent, moi, j'ai une équipe qui s'occupe de mon métier, de mon applicatif, mais je ne veux pas d'équipe support informatique. Donc, j'externalise tout ce qui est connexe à mon activité. Et donc, vont plutôt être dans le cadre, j'ai pas vraiment d'équipe interne, ni d'exploitation, ni informatique. Donc, à partir de là, je vais plutôt m'orienter vers du SaaS. La configuration des différents sites. Est-ce que je suis multi-site? Est-ce que je vais, pourquoi pas, vouloir gérer du télétravail ou vouloir gérer du routage de flux vers des partenaires outsourceurs? Donc toutes ces contraintes liées à l'infrastructure, d'où est-ce qu'un conseiller doit pouvoir se connecter? D'où est-ce qu'un conseiller, je viens de voir un gros message, branchez votre alimentation. Aurore, si tu veux bien. Voilà, les joies du direct. Après, le besoin de souplesse, donc comme je disais, ça c'est plutôt sur l'externalisation. Est-ce que je veux pouvoir router des flux vers l'extérieur? Auquel cas, ça a un impact direct sur la typologie d'infrastructure télécom que je veux mettre en place. Si je veux pouvoir envoyer une partie de mes flux vers un outsourceur, par exemple, la contrainte, soit il faut que je souscrive à des numéros intelligents, donc des numéros spéciaux qui en amont de mon système vont distribuer ces flux, soit il faut que j'aille plutôt vers le cloud pour pouvoir distribuer mes flux sur différents canaux, enfin différents liens télécoms à mes différents interlocuteurs. Après, dans la continuité, on a tout ce qui est PCA, PRA, on en parle de plus en plus. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle de plus en plus? Parce que c'est de plus en plus accessible économiquement de gérer des plans de continuité d'activité, des plans de reprise d'activité, puisque maintenant on peut monter nos infrastructures dans le cloud et donc rendre accessible quelque part nos applicatifs depuis n'importe quel point de la planète, à partir du moment où on a une connexion à Internet et quelque part, si on parle de canaux voix, un téléphone ou un softphone. Donc gérer quel est mon besoin en termes de PCA, PRA, qu'est-ce que je veux mettre en place, sachant que je réinsiste, faire du cloud ne veut pas dire systématiquement faire du SaaS. Faire du cloud, c'est juste héberger mes applicatifs dans le cloud. Et enfin, les contraintes réglementaires. Est-ce que j'ai des contraintes liées à la certification PCI DSS, qui est la certification de sécurisation des données, notamment de données bancaires? Est-ce que j'ai des contraintes liées, alors j'en ai forcément liées au RGPD, mais en gros, quel type de données vont être gérées par mon infrastructure? Et en fonction de où se situe l'infrastructure, quelles vont être mes contraintes avec mon partenaire sur la gestion de ces données personnelles, RGPD. J'ai toutes les contraintes liées à l'enregistrement, liées à la réglementation. Donc ces contraintes aussi, il est bon de les identifier
Parce que typiquement, si vous voulez être PCI DSS, ben, il faut que vous ayez en face une solution technologique qui vous permette de mettre en œuvre cette certification PCI DSS, à savoir de stopper des enregistrements vocaux au moment où on traite de l'information bancaire. Super. Chapitre budget et retour sur investissement maintenant. Alors, pour une fois de plus boucler la boucle avec notre schéma initial qui consistait à dire, finalement, si je résume tout ce qu'on a pu mettre dans notre checker, on parlait d'objectifs en gain de qualité de service, d'objectifs en gain de productivité, et face à ça, on y mettait des budgets d'investissement. Et on rajoute une composante qui est la composante pour gérer tous ces équipements. Est-ce que je vais plutôt dans des environnements externes ou dans des environnements internes en fonction des ressources que j'ai. Au final, comme on veut mesurer le retour sur investissement de notre solution, le meilleur moyen de le faire, c'est de ramener nos infrastructures à une unité de mesure un petit peu universelle, qui est le coût par mois et par conseiller. Donc comment est-ce que je calcule le coût par mois et par conseiller? Je prends le coût global de l'opération. Alors, le coût global de l'opération, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que j'ai acheté et tout ce que je vais louer sur la période que je me suis donnée pour mesurer le coût de cette opération. Donc, si je suis une start-up et que je ne me projette pas à plus de 3 ans, je vais prendre un coût global de l'opération sur 3 ans. Donc, je vais prendre tous mes coûts, je vais les additionner. Si c'est de l'achat, c'est achat plus maintenance sur 3 ans, plus hébergement sur 3 ans. Si c'est de la location pure ou de l'abonnement pur, je vais prendre 36 mois d'abonnement. Et je vais, si je raisonne plutôt sur 5 ans, je vais faire la même chose, mais sur 60 mois. Et donc ce montant global de l'opération qui a été calculé par rapport à ma période on va dire de calcul de ROI, je vais après le diviser par le nombre de mois et par le nombre de conseillers. Ça va me donner un coût par mois et par conseiller. Et ce coût par mois et par conseiller, je vais pouvoir le ramener à un pourcentage de la masse salariale, puisque je maîtrise le coût de mes ressources humaines. Donc je vais pouvoir dire, si j'ai 50 € par mois et par conseiller, et que mes conseillers me coûtent en salaire chargé environnementé 2500 € par mois, je suis capable de faire 50 divisé par 2500 et j'ai mon pourcentage d'investissement lié à mes infrastructures techno. Et la vraie question à se poser derrière, c'est une fois que j'ai mon pourcentage d'investissement par rapport à la masse salariale, est-ce que je sais valoriser le gain que je recherche en termes de qualité de service ou le gain que je recherche en termes de productivité? Et est-ce que je crois que le produit que j'ai en face de moi et la réponse qu'il m'apporte par rapport à la liste du périmètre fonctionnel que j'ai défini et à la liste du périmètre technique que j'ai défini, est-ce que cet outil va me permettre d'aller gagner de la productivité ou de la QS au-delà du pourcentage que j'ai investi sur ma masse salariale? Alors quand on fait de la productivité, c'est un petit peu plus facile parce que si vous êtes une centrale de réservation dans le tourisme, vous allez pouvoir mesurer votre panier vendu ou le nombre de paniers vendus par mois et l'augmentation du chiffre d'affaires chaque mois. Si vous travaillez que sur la QS, forcément c'est un petit peu plus compliqué puisque on est sur une valorisation un petit peu subjective du service. Ce qui est certain, c'est que moi, en tant que dirigeant et en tant que prestataire, si un commercial revient chez un futur client, je l'espère en tous les cas, en me disant le client veut investir dans une solution de gestion des interactions clients, il a bien conscience qu'il doit améliorer son service et qu'il doit investir, mais qu'il n'est pas capable de m'expliquer ce que le client va gagner, quelque part, comment il va justifier de son investissement. Et je dis à mon commercial, je pense que l'affaire ne se fera jamais. Personne ne va investir dans une solution qui coûte plusieurs milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros, puisqu'on est directement proportionnel au nombre de conseillers. Même si on est en mode abonnement, le coût global de l'opération sur 36 mois, sur 60 mois, de toute façon sera élevé. Donc personne ne va investir ces montants-là s'il ne sait pas comment il retrouve son retour sur investissement au final. Donc, en moralité, si je fais un projet avec un objectif de ROI court terme, je vais plutôt être sur du mode SaaS où je vais aller chercher de l'abonnement à l'usage ou de l'abonnement par mois. Si je fais
du projet avec objectif moyen terme. Alors moyen terme, c'est quoi? C'est plutôt 5 ans. Je vais plutôt m'orienter, enfin moi mon conseil, c'est plutôt de vous orienter sur un mode CAPEX, c'est-à-dire j'achète des licences, ce qui ne m'empêche pas de les mettre dans le cloud, mais j'achète des licences, et comme je les amortis sur 60 mois, je vais diminuer finalement mon coût par mois et par conseiller. Conclusion et les partenaires. Donc les partenaires dans tout ça, quelle typologie, comment les choisir et avec quelle valeur ajoutée? Finalement, on a vu un certain nombre de clés dans le choix du partenaire. Déjà, il y a une clé tout simplement, le modèle économique. Vous avez des acteurs du marché qui vendent des licences, vous avez des acteurs du marché qui sont exclusivement sur du mode SaaS. Donc déjà, si vous allez sur un opérateur ou un éditeur SaaS, vous n'aurez pas le choix, ce sera forcément de l'abonnement mensuel. Si vous allez vers un éditeur un peu historique, classique, il va vous proposer de l'achat de licence en CAPEX et vous allez pouvoir vous projeter sur plus long terme. Donc déjà, le choix de la durée d'exploitation, de la durée de calcul de votre ROI, il est déjà discriminant dans le choix du type de solution. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas acheter des licences si vous avez un ROI de 3 ans, mais sauf que bien entendu, acheter des licences et les amortir sur 3 ans, ça va considérablement augmenter votre coût mensuel par conseiller. Donc c'est là où on crée un décalage, une incohérence quelque part dans ce choix. Après, on a vu sur l'aspect fonctionnel qu'on avait un certain nombre de questions à se poser. La question de est-ce que je veux faire du multicanal, du vrai multicanal? Je gère de la voix, du mail, du chat, des réseaux sociaux et je veux consolider une vision 360 de mon client, savoir que quand le client m'envoie un mail, il m'a la veille fait un chat, l'avant-veille posé une question sur les réseaux sociaux et unifier cette vision au client. Si je veux le faire dans un seul outil, il me faut un outil qui est capable de gérer cette vision 360. Tout le monde ne sait pas le faire. Donc le fonctionnel est lui aussi discriminant. Un autre aspect sur le fonctionnel qui, de mon point de vue, est très important, très discriminant et auquel on pense finalement assez rarement, c'est ce que j'appelle, et là je vais faire sourire Muriel, aller regarder sous le capot. C'est-à-dire un opérationnel, il gère ses flux, il a ses écrans de supervision, et ces écrans de supervision lui servent à quoi? Lui servent finalement à réagir très vite sur des situations qui ne sont pas normales. J'ai un afflux d'appels, c'est pas normal, je veux réaffecter des collaborateurs, ou je veux positionner un message qui explique que suite à un incident technique, on ne peut pas faire face au nombre d'appels, etc. Et donc, réagir à ces événements nécessite que l'opérationnel, qui n'est pas informaticien, qui n'est pas technique, puisse aller dans le moteur de distribution, agir sur des priorisations de flux, sur des messages flash, sur de la gestion des compétences ou des activités de ses conseillers, pour réadapter l'organisation de son centre de relations clients en temps réel à cette situation qui n'est pas normale. Donc, pour être sûr de pouvoir faire ça, il faut, lorsque vous analysez des offres, soulever le capot et regarder concrètement sur des cas d'usage que vous avez identifiés, comment demain, face à un afflux d'appels, je vais ne serait-ce qu'insérer un message flash qui dit suite à un incident technique, nous n'allons pas pouvoir prendre l'ensemble de vos appels, merci de renouveler votre appel dernièrement. Et ça, vous ne le verrez jamais au travers d'une simple démonstration produit, parce que on est tous très forts pour vous montrer tout ce que notre produit fait de mieux au monde, mais on va naturellement pas vous montrer ce qui est peut-être un petit peu plus compliqué à gérer. Et donc si vous n'arrivez pas avec une idée très précise de ce que vous voulez faire en termes d'opérationnel au quotidien, et ben vous ne le verrez pas et vous ne le découvrirez que quand le produit sera mis en production. Ça c'est un petit peu dommage, malgré tout. Mais là où un partenaire peut être intéressant, c'est justement d'aider à se poser toutes ces questions-là pour bien délimiter le périmètre. Mais c'est une très bonne remarque. D'ailleurs, vous allez y venir. Le périmètre fonctionnel, il est très important. L'analyse du périmètre fonctionnel initial est très important. Et si vous ne pouvez pas le faire vous-même, faute de temps, parce que la plupart du temps, on a l'humilité de dire qu'on ne connaît pas votre métier mieux que vous, mais vous pouvez potentiellement manquer de temps. C'est vrai qu'il nous arrive, alors nous ou d'autres, faites-vous aider par un cabinet de conseil d'une manière générale, ou par un prestataire spécialiste pour vous aider à modéliser vos flux et à définir quelles sont vos priorités et comment on va mesurer
notre retour sur investissement pour pouvoir choisir la bonne solution. Le troisième critère, et j'en terminerai là, c'est le critère infrastructure, hein, puisqu'on a parlé, le modèle économique peut vous donner déjà un choix, le périmètre fonctionnel peut vous dicter un second choix, et le troisième, c'est l'infrastructure techno. C'est-à-dire, si vous êtes dans un environnement du constructeur, alors je vais citer des noms, hein, mais si vous êtes sur de l'Alcatel, vous avez peut-être une vieille version d'Alcatel qui ne vous permet pas d'ouvrir du lien SIP, et du coup les solutions qui s'appuient sur du lien SIP ne pourront pas fonctionner. Inversement, vous pouvez avoir des solutions très récentes qui permettent l'ouverture vers tout type de solutions du marché. Ou vous avez une solution télécom qui ne va pas être compatible avec des solutions SaaS. Si vous faites du Centrex IP par exemple chez un opérateur, ça va être très compliqué d'aller y coller une solution de centre de contact, à moins de faire des systèmes d'aboutement téléphonique. Enfin, d'une manière générale, la partie technologique est peut-être la partie la moins discriminante dans votre choix, parce qu'aujourd'hui, on arrive à peu près à faire cohabiter tout type de système du moment qu'ils sont, je dirais, entre guillemets récents. Alors, si vous avez un vieil autocom de 15 ans, donc un système téléphonique Alcatel qui a 15-16 ans, Alcatel ou ailleurs, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Mais à partir du moment où vos infras sont récentes, le choix technologique est un petit peu moins. Donc après, pour brosser juste un portrait, je ne vais pas vous donner le nom de tous nos concurrents, ça me rendrait malade, mais vous avez globalement ce qu'on appelle les opérateurs, bon, alors, eux, je peux les citer, hein, les Orange, les SFR, les Bouygues Télécom, qui vont vous proposer des solutions de gestion des interactions clients packagées dans leur cœur de réseau opérateur. Donc souvent, ces gens-là ont intérêt à vous vendre les numéros spéciaux, l'infrastructure, donc tout ce qui est lien VPN, lien data, en plus de leur solution de centre de contact. Vous allez avoir les pure players SaaS du métier de la gestion des interactions clients. Je vais en citer quelques-uns parce que c'est la règle du jeu, mais des Diabolocom, des Pure Cloud, tous ces gens-là qui ont des solutions SaaS spécialisées sur la gestion de la relation client et qui vont venir s'interfacer avec votre existant télécom et autres. Donc qui, eux, sont plutôt sur un modèle calcul de retour sur investissement court terme avec des charges mensuelles de fonctionnement. Vous allez avoir les éditeurs entre guillemets traditionnels, sans que ce soit péjoratif, hein, parce que je vais te faire taper sur les doigts, d'autant plus que nous, on se positionne plutôt sur ce marché-là, de type Tiamo, Genesis, mais l'offre on-premise, Altitude Software, Vocalcom, j'en passe, c'est les meilleurs, qui vont plutôt être sur un modèle, à la base, vont être sur un modèle de CAPEX, c'est-à-dire j'achète des licences, qui vont aussi vous proposer des déclinaisons en mode location de licences, mais qui globalement reste quand même un outil dédié pour vous. Et cet outil, après, soit vous l'installez chez vous en on-premise, soit vous l'installez dans le cloud sur nos fameuses plateformes IaaS, PaaS, etc. Donc vous pouvez quand même faire du cloud avec ces solutions-là, mais on voit bien qu'on est sur un modèle économique où vous avez la propriété quelque part du produit. D'accord ? Et enfin, pour boucler ma chaîne, vous avez ce qu'on appelle les partenaires d'intégration, les cabinets de conseil, les spécialistes du domaine de la relation client. Personnellement, moi, j'aime pas qu'on mette celle-ci dans la catégorie intégrateur, puisqu'on parle métier avant de parler technologie, et donc je préfère qu'on nous classe dans la catégorie des spécialistes de la gestion de la relation client. Mais les intégrateurs historiques qui délivrent des systèmes de téléphonie, de sécurité, sont aussi capables de proposer des solutions de centre de contact qui sont un add-on à la solution téléphonie. Pour terminer quand même sur le positionnement de celle-ci, et comme je parle beaucoup, je vais conclure avec ça. Voilà, nous, on est très attachés à ce positionnement, performance de la relation client. Pour nous, l'outil est au service de ce que vous cherchez à optimiser et pas la finalité. Donc finalement, tous les outils du marché sont capables de répondre à des besoins à partir du moment où ils ont été très clairement définis et où l'objectif a été très clairement défini. Donc je connais mon périmètre fonctionnel, je sais ce que je veux améliorer. À partir de là, je vais être capable de choisir le bon outil qui m'apporte un retour sur investissement adapté à ma période d'exploitation, qui peut être donc 24, 36, 60 mois, voire plus. Même si, globalement, on est sur des projets pour lesquels on va assez rarement au-delà de 60 mois de calcul d'erreur. Je ne sais pas si Marianne voulait ajouter quelque chose. Non, c'était très complet. On a fait un beau tour de la question. Est-ce qu'il y a des questions Aurore pendant ce webinaire?
Donc la dernière, c'était Ségolène qui disait que chez les grands comptes, la vision économique a peu de poids, on tombe chez Genesis par défaut. Ton avis? Alors, le problème, c'est que est-ce que Ségolène, vous pourriez peut-être me préciser votre question dans le chat? Ou à moins que Marianne, toi, tu saches répondre à ces questions directement comme ça. Bah, avec ce que tu as dit, pas forcément, ça dépend vraiment comment ils se projettent en termes d'amortissement. On n'est pas forcément sur du Genesis, il y a d'autres offres, d'ailleurs on le voit, des grandes sociétés qui ont fait appel à d'autres offres que celles de Genesis. Puis il y a le Genesis On-Premise et le Genesis Cloud, donc... Ce qui est certain, c'est que Genesis a toujours eu une position leader, alors notamment je pense au monde bancaire, mais qui est aussi lié à un historique. C'est-à-dire que les grands comptes ont souvent des équipes IT internes, donc gèrent plutôt en interne. Et lorsque vous avez investi dans une équipe interne qui maîtrise la solution de Genesis, que vous les avez certifiés, que vous avez capitalisé sur leurs compétences, bah, c'est sûr que le jour de la migration, on se pose un peu la question de savoir finalement est-ce que je ne capitalise pas sur mes 3-4 personnes qui sont experts certifiés de Genesis plutôt que de repartir sur des solutions complètement tierces. Mais dans les pays, que ce soit Amérique du Nord, Amérique latine ou ailleurs en Europe, on se rend bien compte qu'il y a plein d'autres acteurs que Genesis. Historiquement, on connaît beaucoup de Genesis en France parce que c'était Alcatel initialement et que c'est un peu l'héritage on va dire du triptyque Alcatel, Alcatel Réseau d'entreprise et Genesis, qui sont devenus Alcatel, Nexia One et donc maintenant Genesis indépendant. Donc c'est plutôt un héritage, mais si vous allez dans les pays anglo-saxons, ça va plutôt être Avaya. Si vous allez en Amérique latine, ça va plutôt être Attitude Software, WinConcert. Si vous allez après Europe de l'Est, je ne connais pas trop, mais si vous allez dans le Maghreb, c'est plutôt du Vocalcom, parce qu'on est plutôt sur du sortant. Donc on voit qu'il en existe plein finalement des solutions, mais là, sur les grands comptes, le facteur discriminant, ça fait partie des points qu'on a évoqués sur l'infrastructure, c'est plutôt j'ai des équipes internes, j'ai un savoir-faire interne, est-ce que finalement je remets en cause tout cet existant? Je ne sais pas, Ségolène, si j'ai pas forcément répondu à la remarque, mais en tout cas commenté convenablement ce point de vue. On avait aussi Guillaume qui, en plus au début sur l'aspect fonctionnel, que je retrouve, qui nous indiquait être preneur de use case dans lequel on se serait posé toutes les questions. Voilà, dans lequel on a répondu à toutes les questions. Ah, pardon. Voilà. Sur le slide donc, du périmètre fonctionnel et du coup je sais pas si tu vois les conclusions auxquelles ça aboutit en termes de choix d'outils et d'intégration. Justement en fait c'est ce qu'on disait à la fin quand on parlait aussi du choix du partenaire, c'est-à-dire que typiquement nous c'est l'exercice qu'on fait systématiquement avec les clients qui viennent nous voir et qui sont dans une démarche de recherche d'un outil de gestion d'interaction. Donc on le fait systématiquement. Effectivement, comme a dit Aurore, on peut tout à fait échanger avec vous pour vous présenter des cas spécifiques, peut-être des choses qui correspondraient à votre structure, à votre projet à vous. Mais c'est le travail, normalement, du partenaire qui vous accompagne sur ce projet-là. Ce qui est sûr, c'est que si on prend une hiérarchie, si vos usages consistent à gérer des flux d'appels entrants sur un service de support technique, par exemple, il est évident que d'une équipe de 15 personnes, vos cas d'usage de gestion des flux vont être somme toute assez limités. Vous allez avoir peut-être des contrats VIP, des contrats non VIP, mais globalement vos flux sont gérés par des compétences relativement similaires, par des activités relativement similaires. Vous n'utilisez qu'un seul canal, qui est le canal voix, que sur de l'entrant. Si vous n'avez pas de contraintes techniques liées à je veux plutôt faire du cloud ou pas du cloud, finalement vous avez tout le champ des possibles
Et dans ce cas de figure, vous allez pouvoir mettre en concurrence la Terre entière pour trouver peut-être pas l'outil qui est le mieux, mais l'accompagnement qui est le mieux. Parce que dans ce cas précis, vous n'allez pas forcément avoir le temps et les compétences, entre guillemets, pour aller soulever le capot et modifier vous-même vos flux. Donc il va plutôt vous falloir une solution qui est très souple et qui vous délivre du service d'accompagnement pour lequel, lorsque vous aurez à faire face à des difficultés de gestion des flux, vous allez privilégier l'offre de service où je passe un coup de fil au support pour dire « Ouh là là, j'ai un problème, est-ce que vous pouvez modifier tel flux ?» Le centre de service va gérer ça pour vous. Et quelque part, votre solution technologique, c'est une solution un peu boîte noire dans laquelle je ne peux pas, le capot est soudé, je ne peux même pas le souder. Donc, dans ce cadre-là, vous avez tout le champ des possibles. En revanche, si vous me dites, bah, moi, j'ai une équipe de 80 personnes, je veux faire, aujourd'hui, je ne fais que de la voix, mais demain, je veux pouvoir faire du sortant, je veux pouvoir faire du multicanal, j'ai un CRM, Salesforce, qu'est-ce que vous me conseillez? Moi, je vais vous conseiller, déjà, je vous pose la question, jusqu'à où vos opérationnels doivent-ils pouvoir intervenir sur la solution? Est-ce que c'est eux qui gèrent l'optimisation des flux en temps réel, voire même à froid? Et si oui, il faut absolument aller soulever le capot des solutions technologiques pour voir si vous arrivez à vous projeter dessus et vous dire, bah oui, c'est génial, je vois très bien comment ça marche. Demain, j'arrive à me projeter en me disant, je pourrais modifier des flux en temps réel parce que c'est très simple. C'est pas un arbre super compliqué où il faut coder en ligne de commande. C'est quelque chose de très souple et de très interactif qui va me permettre d'agir sur mes flux. Le deuxième point, c'est tiens, est-ce que je fais un connecteur Salesforce? Aujourd'hui, je fais de la voix, donc ça serait génial de m'intégrer dans Salesforce, sauf que demain, je veux faire du mail. Donc, comment je vais intégrer mon environnement de gestion des mails si j'ai fait le choix d'intégrer ma solution dans Salesforce? Est-ce que ça a été prévu par l'éditeur? Est-ce que ça a été prévu, non pas par Salesforce, mais par l'éditeur qui intègre dans Salesforce? Donc, il va falloir aller vérifier tous ces points pour pouvoir faire le bon choix en termes d'architecture et de solutions technologiques. Donc, tout ça juste pour illustrer le fait que si on a bien pensé en amont, une fois de plus, les flux, la gestion de ces flux, la gestion des priorités, des compétences et la manière dont on veut traiter l'information, on va être beaucoup plus serein dans le choix de l'outil et on va minimiser le risque de se tromper, sachant que quand on se trompe, on se trompe pour la durée d'exploitation qu'on a définie. Donc on se trompe pour 24, 36 ou 60 mois. Ça peut être gênant si c'est sur 60 mois. On a fait un beau tour, on avait plein de choses à vous dire, on a un peu dépassé le timing, donc on s'excuse pour les personnes qui avaient calibré une demi-heure, on a un petit peu débordé. Merci en tout cas pour votre présence. Vous avez les informations pour contacter Aurore, donc par mail ou par téléphone, n'hésitez pas, on se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et puis voilà. Merci à tous. On a fait un beau tour, merci. Désolé pour le côté bavard. Et puis à bientôt pour un prochain webinaire.